Bonjour à tous et bienvenue dans cette chronique taraborienne. Une chronique taraborienne au cours de laquelle nous allons évoquer pour la dernière fois, en tout cas jusqu'à nouvel ordre, la campagne pour l'appel de Cthulhu, les masques de Nyarlathotep. Donc les masques de Nyarlathotep chapter final chapter même, devrait-on dire, à savoir la campagne est terminée en ce qui concerne la table avec laquelle je l'ai fait jouer depuis maintenant un peu plus de 3 ans. Je crois qu'il y a un des joueurs qui avait fait le compte et qui nous a dit hier soir que c'était un peu plus de 3 ans. Voilà, alors ça c'est, nous avons terminé la campagne au chapitre de Nairobi, chapitre africain. Sur le TPK, alors je vais peut-être un peu spoiler, hein, je préfère pas venir tout de suite. On a eu un TPK sur la très surprenante attaque dans le train entre Mombasa et Nairobi. Donc voilà, les deux vampires de feu, hein, pour ne pas les nommer. Bon, bah, ça vole bien, hein, ça vole vraiment très bien. C'est un petit peu costaud comme créature. Voilà. Du coup, comme ça s'est terminé un peu brusquement, on a décidé avec les joueurs, vu qu'on s'entendait vraiment bien à la table, de faire une petite soirée, j'allais dire revival, mais c'était trop tôt même pour faire un petit revival. Donc on s'est réunis hier soir pour discuter. On avait surtout envie que chacun puisse un peu livrer son ressenti, etc. par rapport à la campagne, histoire de terminer sur une note positive tous ensemble. Alors, que dire? Eh bien, alors bien entendu, hein, je tiens à préciser déjà que c'est la campagne de Chaosium version 7. Je ne sais jamais s'ils sont à la 7 ou à la 6, je crois que enfin la nouvelle mouture de Cthulhu américain, qui est, je crois, un peu moins, qui est différente de celle de Son Détour, peut-être un peu moins développée que la dernière de Son Détour. Voilà, enfin, il y a des personnes, des PNJ qui changent, des hangouts qui changent, etc. Que dire Alors, si j'en crois le ressenti des joueurs, bon déjà, on s'est vraiment amusé pendant 3 ans et demi, et on a tous fait le constat hier autour de la table virtuelle, de se dire que c'est rare quand même d'arriver à faire jouer, surtout en virtuel, pendant 3 ans et demi avec la même table, et que quasiment il n'y a aucune défection, tout le monde était là. On jouait d'abord à raison d'une fois par mois, puis 2 fois par mois, tous les 15 jours. Et il n'y a jamais eu de défection, ou très peu. On a comblé, on a reporté les séances. Et c'est rare, hein, c'est suffisamment rare pour le noter. Et tout le monde, je crois, pour des raisons différentes, a vraiment trouvé son compte dans cette table et dans le plaisir partagé autour de ce système de jeu et de cette campagne. Alors maintenant, si on rentre dans les faits, il y avait un côté, pour certains joueurs, un peu que je peux tout à fait comprendre, de frustration de ne pas avoir joué la campagne jusqu'au bout. Alors la question, oui, alors je comprends, hein, tout à fait, je conçois tout à fait. La question que je me pose, c'est est-ce que c'est pas plus frustrant d'arriver au bout de la campagne et que la campagne se termine tout simplement parce que, voilà, sur le mot fin, quoi, sur la page de fin, alors on a tout bien fait, mais finalement, bah oui, ça se termine quand même, puisque, voilà. Je sais pas ce qui est le plus frustrant des deux. Bon, il y a le plaisir aussi peut-être de finir les masques, qui là n'a pas été au rendez-vous pour les joueurs. Dans les motifs de frustration aussi, je vous livre ça, c'est pas franchement réfléchi. Moi, j'ai réfléchi à faire cette vidéo depuis un petit moment déjà. J'attendais de faire la soirée pour disposer également du ressenti des joueurs et en tenir compte pour vous le livrer, pour que ce soit encore plus intéressant pour les viewers de la chaîne. Il y a aussi des joueurs qui m'ont dit qu'ils s'étaient sentis un peu trop contraints. Bon, ce qui m'a passablement étonné, vu que, vous vous rappelez peut-être, je l'avais évoqué dans les premières vidéos sur les masques, j'avais choisi l'option de laisser les joueurs se dépatouiller et de ne pas trop les aider. Ce qui au final ne m'apparaît pas être je pense que ça n'a pas été la bonne option. Tant pis, j'étais parti sur cette option-là, dans commun accord avec la table.
Et je crois que c'est pas comme ça qu'il faut procéder. En tout cas, la campagne n'est pas faite pour procéder comme ça parce que c'est pas fait, c'est pas une vraie enquête, hein, encore une fois. Tout est fait pour que les joueurs trouvent. C'est un jeu de piste, en fait. Donc il y a cette frustration des joueurs que j'entends, mais bon, je suis pas forcément d'accord. Je pense pas les avoir contraints plus que ça. Non, je pense pas les avoir contraints plus que ça. Je pense qu'il y a une fois où je les ai vraiment dissuadés de rentrer dans un lieu. Pour le reste, je les ai laissés pratiquer les options qu'ils souhaitaient, les prises d'otages dans les lieux publics, les filatures dans les citadelles, voilà. Et voilà, il y avait un peu de... Oui, j'ai pas trop compris, mais bon, c'était comme ça. Alors, que dire d'autre? Il y a aussi des joueurs qui m'ont dit qu'ils étaient aidés pour avoir un peu survolé la campagne depuis. Qu'en fait, quand on lit cette campagne, elle est très prometteuse à la lecture. Et qu'en fait, ils sont un peu déçus parce qu'en partie, ils n'ont pas pu jouer jusqu'au bout, ils n'ont pas eu le sentiment de vraiment pouvoir en profiter. Alors, je suis assez d'accord avec ça. Moi, je pense que ma première grosse impression générale, c'est de dire que c'était une campagne à lire, mais pas à jouer. Je pense que quand vous la lisez, ça fonctionne un peu comme un film. Il y a des décors somptueux, des PNJ qui peuvent être truculents, intéressants, même s'il y a beaucoup de PNJ un peu de tout venant quand même, un peu de remplissage en termes de PNJ. Des lieux, c'est exotique, donc ça fonctionne toujours. Le côté, elle avait été écrite pour ça, hein, cette campagne, c'est une balade autour des 5 continents. Une intrigue qui est bien quand vous la lisez sur le papier. De la façon dont elle est proposée aux joueurs, moi, alors je suis pas en mesure de proposer mieux, hein, mais elle me satisfait pas du tout. La façon dont c'est proposé aux joueurs. Et en même temps, je peux comprendre parce que pour que ça puisse marcher, il faut pas, ça ne doit pas être basé sur la réussite des personnages. Alors là, on va toucher ce qui, pour moi, est le plus gros problème. C'est qu'en réalité, la campagne est écrite pour qu'une mauvaise troupe, c'est-à-dire, j'entends, une troupe qui prendrait les mauvaises décisions, vivra une histoire quand même. Et c'est très bien que la campagne soit écrite comme ça, tout le monde s'en loue. Elle est aussi écrite pour que des gars qui font des super déductions, etc., soient malgré tout toujours un peu dans le brouillard et dans le flou. Parce que sinon, il n'y a plus de mystère. Vous enlevez le brouillard, le flou, etc., un jeu de piste avec des trucs qui clignotent, machin, c'est moins kiffant quand même. Donc voilà. Et à contrario, les joueurs, eux, ce qu'ils aiment, c'est avoir la gratification d'être récompensés quand ils ont le sentiment d'avoir fait une bonne déduction ou qu'ils ont le sentiment que par rapport aux éléments que vous leur avez donnés, ils ont fait le choix le plus raisonnable ou le plus intéressant, soit pour gagner du temps, soit pour... voilà. Et donc il y a d'entrée de jeu un fossé qui ne cesse que... Enfin, moi je trouve qu'en jeu, j'ai mesuré qu'il ne cessait de se creuser entre les attentes des joueurs et ce que propose la campagne. Le creuset étant à son maximum avec la scène qu'on a failli jouer, c'est-à-dire la scène d'après, une des scènes qui devait venir juste après dans le chapitre de Nairobi, c'est-à-dire la grande scène avec la réunion de tous les cultistes, la vision du rejeton, etc., qui est aussi, je pense, un TPK, etc. Alors je reviens sur mon tour de table des ressentis. Il y a aussi eu des joueurs qui ont trouvé donc que, à contrario, que j'avais pas assez, je crois que ce qui leur a manqué, notamment pour un joueur, c'est le côté trucage. C'est-à-dire, c'est OMJ de s'arranger pour que, même si le monstre est super balèze, il se prend les pieds dans le tapis, et puis ça permet aux joueurs d'avoir un round d'avance et de parvenir à se débarrasser d'une créature qui fait 100 fois ou 1000 fois sa puissance. Bon, alors ça faisait partie de ce que moi j'avais, peut-être à tort, je le concède, écarté tout de suite.
voilà, bon, ça c'est une question d'envie, de masterisation, de choix de faire. Puis par rapport aussi au parcours, machin, etc. Moi, je veux plus faire ça. Je veux favoriser le jeu émergent, je veux favoriser le, le, le côté tirage de dés qui détermine, etc. Je veux pas, enfin, le moins possible, manipuler justement les joueurs. Et contrairement aux joueurs qui pensaient qu'ils étaient très dirigés, bah moi je me suis rendu, plus j'avançais dans la campagne, plus je me suis rendu compte pour que ça fonctionne, pour que les scènes soient à leur top cinématique, il faut un MJ qui broie en fait l'action des joueurs, qui n'en tiennent pas compte et qui dirige les scènes comme un metteur en scène. C'est-à-dire, encore une fois, pour un récit. Le récit n'est sauvegardé en bon état et le récit n'est entre guillemets intéressant en termes de récit que si le maître du jeu ne tient absolument pas compte des joueurs. Et bon, je me suis pas résolu à le faire parce que ça m'intéresse pas de jouer dans ces conditions. Enfin, je suis pas le maître de jeu pour mener ce genre de truc. Du coup, ça fait que voilà, je suis un peu, comme vous l'imaginez, un peu partagé sur cette campagne. On ne peut pas dire qu'elle soit mauvaise parce qu'elle est écrite d'une façon qui, quelle que soit la troupe, elle fonctionne. Pour une campagne du commerce, c'est quand même ce qu'on lui demande avant tout, puisqu'on ne sait pas qui va la jouer. Donc là-dessus, si je devais mettre des étoiles, je mettrais entre 3 et 5 étoiles, entre la moyenne et la partie supérieure. Pour autant, à ce qu'elle présente un intérêt. Bah, étant donné que si vous voulez la jouer au climax, le côté film à grand spectacle, là, pour laquelle il me semble qu'elle a été écrite, vous éliminez tout le gameplay, vous éliminez tout le jeu de rôle. Autant lire un bouquin ou voir un film. C'est ce qui me fait dire que ça vieillit, déjà d'une part, parce qu'on n'envisage plus du tout les campagnes de jeux de rôle, me semble-t-il, de cette façon-là aujourd'hui, et qu'ensuite, bah, ça tient pas la route. Là, c'est dans le niveau inférieur, c'est plutôt 1 étoile ou 2 étoiles. Parce que ça tient pas la route. Parce que vous avez beau être dans des bonnes dispositions et ne pas faire non plus, ne pas être trop lourdin sur l'adversité, sinon à chaque coin de rue il peut y avoir un TPK. Malgré tout, au bout d'un moment, vous êtes obligé de les faire rencontrer l'adversité puisqu'ils courent après. Il y a aussi ce problème-là, les joueurs ne font que courir après ce qui va les défoncer. Donc vous temporisez. Voilà. Et je pense que, alors je pense qu'après il faut faire la part des choses entre celui qui mène la campagne et celui qui la joue. Je pense que là où elle est très décorrélée, si j'ose dire, déséquilibrée, voilà, c'est le mot que je cherchais. C'est pour celui qui l'a fait jouer, en fait, elle n'a pas d'intérêt. Elle n'a pas d'intérêt parce que l'intérêt, quand même, quand vous faites du jeu de rôle, c'est de proposer une situation aux joueurs et puis vous les laissez se dépatouiller. Vous avez fait un truc qui est prenable mais qui va demander des efforts, machin, et qui vous récompensez les bons comportements et vous arrondissez un peu les angles quand il y a des comportements trop mauvais. Mais là, ça ne fonctionne pas, ou en tout cas, devrais-je dire, je n'y suis pas parvenu. Ce qui n'est pas grave en soi, puisque le contrat primordial, c'est quand même qu'on s'est éclaté pendant plus de 3 ans à jouer la campagne. Donc c'est de ce point de vue-là, encore une fois, la salle armée dans les bonnes campagnes, entre guillemets. Après, il y a aussi le décalage, du coup, entre la renommée de cette campagne et je crois que c'est une des campagnes de jeux de rôle les plus célèbres. Quand vous demandez à même des non-rôlistes s'ils sont capables de vous en citer une ou deux, elle est souvent dedans. Donc c'est pas un hasard, c'est qu'elle a fait, on en a beaucoup parlé de cette campagne. Elle a quand même été réécrite, là je crois que c'est la 6e ou 7e mouture entre la version originale américaine, et les versions françaises, parce qu'il y a 2 versions de Sans Détour. Donc bon, c'est pas, et ça me conforte encore dans le fait qu'il y a un truc qui va pas dès le départ,
Parce que quand des professionnels d'un secteur écrivent, réécrivent, réécrivent, hein, vous me suivez, 7 fois d'affilée, et que le final est toujours aussi médiocre, c'est qu'il y a un truc qui fait que vous pourrez le réécrire 20 000 fois, ça restera médiocre. Donc voilà mon embarras face à cette campagne. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en avez pensé, si vous l'avez fait jouer. Euh, voilà, éventuellement. Alors les suggestions, c'est pas la peine parce que je pense que moi c'était la 3e fois, je précise oui, c'était la 3e fois que je la faisais jouer quand même. Ce qui m'a quelque part un peu aidé, puisque là j'étais sur la version américaine. J'avais eu l'occasion de jouer, je crois, une des versions traduites par Descartes en souple, la première, je crois. Enfin, la première américaine traduite, voilà. Ou la deuxième, elle était un peu augmentée. Il y avait déjà, je crois, pour mes souvenirs, il y avait déjà un chapitre sur ça, mais j'avais été moins loin. Ça avait encore moins tenu ses promesses. Après, je pense que peut-être que les campagnes de Cthulhu sont dans la même logique que les scénarios, à savoir, elles sont pas faites pour être nécessairement terminées. De la même que les scénarios sont pas faits pour que les personnages à la fin partent avec leur belle voiture se reposer, à prendre un repos bien mérité après avoir fracassé des grands anciens. Donc je pense qu'il y a ce côté-là aussi qui est dans le enfin à mon avis ça fait partie du jeu et c'est un des axes qu'il faut pas trop bouger sous réserve de. C'est d'ailleurs un peu ce qui s'est fait avec parce que tout le monde en a soupé depuis que c'est passé dans le domaine public. Tout le monde a fait son jeu Cthulhu et on en a eu des milliers de versions. C'est bien, hein, comme ça chacun peut trouver chaussure à sa pointure, si j'ose dire. Mais si on s'écarte trop de la tragédie qui en fait est contenue. En fait, c'est les jeux de rôle, vous racontez vous faites vivre à vos joueurs des récits, des histoires. Mais Cthulhu, c'est des tragédies. Il y a pas de happy end dans un Cthulhu. C'est même de très mauvais goût de chercher à faire du happy end dans un Cthulhu. Ce qu'on peut faire, c'est les petites tranches de vie. Moi, j'avais eu l'occasion de jouer en tant que joueur avec un MJ, Guy Lac, là, qui nous avait fait jouer des petits. Alors, c'était pas vraiment une campagne, mais c'était une suite de scénarios. Moi, j'aime de plus en plus ce modèle-là parce que je trouve il permet d'éviter à trop faire du dirigisme. Vous avez à chaque fois des petites situations. Ça se passait dans la mafia avec les O'Banian. Et finalement, le mythe était là, mais plus en ambiance. On le sentait derrière. En tout cas, moi, les deux trois que j'ai joués, on a eu affaire qu'avec des gars de la mafia, donc qui étaient déjà beaucoup plus costauds que nous et puis mieux armés. Mais en aucun cas, c'était des bestioles qui avaient 1000 fois ou 100 fois ou 200 fois notre potentiel, notre puissance de feu et notre potentiel de nuisance. Donc c'était déjà un peu plus équilibré. Et du coup, aussi, mais c'était pas non plus tout à fait le même genre d'histoire qu'on raconte. Si on veut vraiment rester dans le Lovecraftien, il faut aller jusqu'au point de rupture où il y a la folie qui s'empare des personnages, qui font n'importe quoi, et puis ça part en mode boudin. On sort les bâtons de dynamite et puis on se fait exploser. Voilà. Je pense que c'est. Alors ça peut ne pas plaire, hein, bien sûr. J'ai conscience que c'est pas fait pour tous les joueurs, mais je pense que c'est important dans le jeu-là. Et j'avais lu la version de Cthulhu. Alors je sais jamais quoi. Cthulhu, je crois qu'elle s'appelle, tout simplement. Avec les systèmes de points pour trouver les indices, parce qu'ils avaient trouvé que c'était dommage que les indices soient liés à un jet de dés. Alors encore une fois, il faut trouver quelque chose, parce que sinon ça veut dire que si les joueurs ratent le jet de dés, il faut, en tant que maître de jeu, il faut ne plus être le gardien de la bienséance et de l'arbitrage, mais truquer pour que les joueurs réussissent. T'as raté, mais t'as trouvé quand même. Ça c'est relou, enfin moi je trouve c'est relou au 3e millénaire, ça c'est un peu... pour moi c'est rédhibitoire. Ce type de masterisation, c'est rédhibitoire. Je pense que c'est la fausse route indiquée. Alors on part sur autre chose que du jeu de rôle. Mais pourquoi pas, hein, mais pour moi on n'est plus dans le contrat rôlistique.
Donc voilà, donc voilà, ça pose toutes ces questions-là. Moi, ça m'a un peu vidé quand même, je dois le dire. Alors je suis passé un peu par toutes les phases, notamment au chapitre. Le Pérou s'est très bien passé parce que je découvrais, c'était un chapitre 9, c'est les débuts, l'exaltation au début de la campagne. On a déjà perdu deux joueurs, pas deux personnages, hein, deux joueurs, ce qui est différent dans la dynamique, qui était pas mal, chacun dans leur genre. On a reconstitué très rapidement, on a rebondi, on a reconstitué la table avec 5 joueurs. Au départ, on était 6 et on est resté après à 5. On avait trouvé une bonne dynamique en termes de joueurs. Ça c'est encore une fois, je le redis, ça c'était vraiment la bonne nouvelle du truc. Mais pour autant, moi c'était dur. Le chapitre New York, c'est un peu compliqué parce que voilà, il y a aussi cette chose d'être dans une ville très, comment dire, très occidentalisée, très légalisée, etc. Et d'être potentiellement être amené à couper des têtes ou à flinguer des bonhommes. C'est toujours bon. Il y a des jeux où je pense que le fait qu'on soit dans des villes, c'est mieux posé dans le décor. Je pense à Vampire notamment que d'aller croquer un mec dans les sous-sols d'un hôpital. Ça ne l'est dans l'univers de Cthulhu, qui est en fait notre monde, avec les mêmes, le même taux de légalisation des villes, d'industrialisation des villes et de codes sociaux dans les villes, avec cette couche de Cthulhu en plus. Et ça, en one shot, encore une fois, ça pose pas de problème. En campagne, sur du long terme. Alors, est-ce que Cthulhu ne serait pas un jeu qui se prête plus à du one shot, à savoir on fait monter l'ambiance, jusqu'au climax et on pousse le rideau. Car il y avait aussi un élément un peu épuisant pour le MJ, c'est que tous les chapitres sont construits pareil. Attention, un spoiler, je le répète, à savoir une destination. On arrive, on a un ou deux indices qui nous envoient forcément à une entrée A ou une entrée B, et après on tire le jeu de piste, on tire la pelote au gré de voilà, au gré de. Alors j'ai essayé plein de choses, de temporiser, quand on rencontre un PNJ, de pas faire en sorte que qui délivre nécessairement tout ce qu'il sait dès la première rencontre. D'ailleurs, ça me revient qu'effectivement, il y avait des joueurs qui étaient étonnés aussi de me dire mais on a rencontré machin, pourquoi il nous a pas dit alors oui, moi j'étais dans une autre logique, et c'est tout à fait normal, que celle des joueurs à considérer qu'on ne, on peut rencontrer un témoin, c'est pas la première fois qu'on le rencontre qui va nécessairement se livrer. Il faut peut-être prendre le temps de tisser des liens, de tisser voilà, de jouer plus vraiment dans l'atmosphère. Ceci dit, on a déjà joué 3 ans et demi pour ne faire que être à un peu plus de la moitié. Voilà, en gros, on a joué tous les chapitres importants. Les chapitres d'après sont, à mon sens, bien moins importants, bien moins bons et bien moins importants. Malgré tout, 3 ans et demi, on a pris notre temps. Hein. Il y a notamment l'Angleterre, les États-Unis, on est resté pas mal de séances quand même. Hein. Voilà, il y a aussi ça qui m'est apparu, ça me revient. Hein. C'est aussi que les joueurs, en fait, c'est difficile de les amener dans en tout cas, je n'y suis pas parvenu, dans la simulation. Pour eux, ils sont sur le circuit action-récompense. Action-récompense. Un peu aussi basique finalement que sur du DD5. Je le tue, je le fouille, et je prends les points d'ex. Alors, c'est plus emmailloté, hein. Dans le discours des joueurs, c'est moins franc et direct, mais en fait, je me rends compte que c'est un peu les joueurs cherchent la même chose. S'ils vont voir un témoin, il faut que le mec livre ce qu'il sait. Et si c'est pas le cas parce qu'ils n'arrivent pas à gagner sa confiance,
ce qui va jouer sur un jet de dés ou sur l'estimation du MJ, du roleplay, de comment est formulée la demande, etc. Bah ça leur ira pas. Surtout s'ils ne trouvent pas l'indice. Si c'est encore ils trouvent l'indice, ça leur va plus déjà. Donc voilà, ce jeu contient, sans grand étonnement, finalement toutes les problématiques de toutes les parties de jeux de rôle. On est rarement quand même sur du jouer pour voir ce qui arrive. Jouer pour non pas finir le donjon et ses 38 niveaux, non pas pour tuer Nyarlathotep, ce qui me semble délicat quand même, mais juste pour voilà, raconter une histoire et voir comment c'est très compliqué à mettre en place. Et je pense que c'est un peu trop compliqué. En tout cas, pour moi, ça l'a été sur cette campagne. Et donc, ça me fait réfléchir à la suite de mes parties holistiques pour envisager d'autres choses, essayer toujours d'être créatif, d'inventer, de trouver d'autres, de défricher d'autres trucs pour renouveler un peu. Parce que là, on était alors certes, c'était nouveau pour ceux qui ne connaissaient pas la campagne, mais on était dans l'archi-classicisme. Et donc, il faut peut-être creuser avec des jeux, des systèmes, des propositions, j'ai envie de dire plutôt même, plus innovantes, qui vont faire bouger ces fameux axes, qui bougent pas tant que ça, en fait, sur le Cthulhu contemporain, ou enfin même pas contemporain, 1920, quoi. Voilà, sur le Cthulhu historique. Voilà, sur ce, mes amis, je vous dis au revoir et à bientôt pour une nouvelle vidéo.